Tu me l'avais dit, c'est très difficile d'être socialiste en Chablais. Mais moi, aujourd'hui, pas qu'en Chablais. Je me rappelle d'un prof qui disait, bon, alors, qui est de droite, qui est de gauche? Et on n'était pas beaucoup. J'ai eu plus qu'une formation accélérée à ce qu'est la politique, en faisant plusieurs fois le tour de France avec Montebourg. Je veux faire campagne au cul du camion comme Bill Clinton. Vous me trouvez un truc, etc. Et on avait ces... Comme Bill Clinton. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, quand on avait parlé de démondialisation, tout le monde riait un peu, mais aujourd'hui, on parle de Made in France, on parle de circuit court, on parle de tout ça. Le gros problème pour moi en France, c'est que les gens ne peuvent plus vivre de leur travail. Et alors quand on appelle Monsieur Balkany... Et c'est moi qui ai dû l'appeler. Et comment ça se passe? J'étais pas très à l'aise, mais... Et puis après, moi, je vais vous dire un truc aussi très simple, c'est que moi, il y a aussi des gens de droite qui votent pour moi, tout simplement. Ah, oui. C'est donc pour ça. Présent dans le paysage politique chablaisien depuis quelques années, très engagé dans la vie associative, il reste malgré tout peu connu du grand public, malgré une participation assidue aux diverses élections. Pratiquant le stand-up politique durant les dernières législatives socialistes, il s'adapte à des vents contraires en ce qui concerne justement le socialisme politique. Homme de conviction, grand fan d'Arnaud Montebourg, c'est avec Najat Vallaud-Belkacem qu'il a mené sa dernière campagne. Il essaye de sortir du rôle d'éternel opposant pour renouveler la vie politique. Il sait qu'il est difficile d'être socialiste dans le Chablais. Avec son nom, pourra-t-il se faire un prénom ? Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois Jean-Baptiste Beau. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Oh, c'est bon là, hein? J'ai bon? C'est une présentation synthétique, mais assez juste. Mais en fait, je me suis permis une petite blague concernant ton assiduité d'être présent à diverses élections. Parce qu'en fait, quand on cherche un peu des informations sur toi, qu'on cherche qui tu es, d'où tu viens, Johnny, eh bien, tout tourne autour de campagne, en fait. Oui, c'est assez logique. Puisque moi, j'ai un engagement politique depuis maintenant un certain nombre d'années quand même, voilà. Même si je suis assez jeune. Après, j'ai aussi une vie professionnelle, évidemment, mais évidemment, la partie publique de ma vie, c'est mon engagement politique. Sur la vie professionnelle, j'ai trouvé rien. Il faut aller sur LinkedIn et là, c'est assez facile de se renseigner, mais je vous raconterai tout ça. Mais bien sûr. Donc, Jean-Baptiste Beau, on l'a compris, hein, Beau, c'est un peu d'ici quand même. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est... Donc, tu es Tonnonais, toi Oui, alors moi, je suis né à Thonon. Donc, il y a 34 ans maintenant. Oh, mais tu es tout jeune. donc, mes deux parents étaient profs ici à Thonon. Et sinon, du côté de ma mère, donc ma famille maternelle vient du côté de Torrent-l'Aiguilière. D'accord. Voilà. Mon grand-père était résistant. Ah. Et du côté de mon père vient de Lyon. Et sa famille, une partie de sa famille était des immigrés italiens. Donc son grand-père qui avait immigré pour travailler dans les mines en Lorraine. Ah oui. Donc ma grand-mère a été naturalisée, voilà. Et donc de l'autre côté, c'était un Beau qui venait des Gers. Voilà. Donc là, on y est. Hein. On est dans la région et dans le département et dans le Chablais. Là, on est dans le Chablais. Là, voilà. On n'est pas dans la 5e circonscription, par contre, au Gers. Alors, au Gers, non. Non, mais voilà, après... Non, mais j'aime que les choses soient précises, Jean-Baptiste. Donc, du coup, voilà, une enfance classique à Thonon. Qu'est-ce que tu as fait comme... Écoutez, moi, c'est simple. J'ai fait toute ma scolarité ici à Thonon. Voilà, j'étais sportif aussi, je jouais dans les clubs de foot. Et puis... arrière. Et puis, j'étais arrière droit, moi. Ah. Voilà. Puis j'ai joué un peu 6 aussi, milieu de terrain. Ouais, le mec qui est là, mais qui est pas là, quoi. Ça dépend qui est là, qui est pas là. Vous savez que maintenant, dans le foot moderne, d'ailleurs, les arrières ont beaucoup évolué, notamment les latéraux. On appelle ça des pistons. Exactement. Attention. Il marque beaucoup de buts d'ailleurs, c'est pas mon cas. Mais voilà, après je m'étais plus reporté sur l'escalade ces dernières années. Mais voilà, donc j'ai fait toute ma scolarité à Thonon. Et puis ensuite, quand j'ai terminé donc le lycée, j'ai passé le concours de Sciences Po que j'ai réussi. Bien. Et donc je suis parti faire Sciences Po à Lyon.
Ah, dans une filiale, pas à Paris. Non, je plaisante. C'est pas une filiale, il y a plusieurs instituts d'études politiques en France. Et à l'époque, c'était un concours, je me rappelle. C'était Lyon, Grenoble et Aix. Je l'ai même pas passé celui de Paris, en fait. Non, mais en fait, puis en plus, même quand on est sélectionné à Paris, on va faire sa première année à Aix ou à Menton. Non, ça dépend parce qu'en fait, c'est pas les mêmes concours. Et après, Paris, il y a beaucoup de sections dossiers et aujourd'hui, ça a encore évolué. Mais en tout cas, moi, c'est vers Lyon que je me suis dirigé. Donc la politique, tout de suite, quoi. Oui, alors après, si vous voulez, quand on fait Sciences Po, un IEP, un institut d'études politiques, on fait pas forcément de politique. Hein. Moi, j'ai des amis, ils font tous des trucs différents. Il y en a qui sont journalistes, d'autres qui sont dans les relations internationales, d'autres qui sont fonctionnaires. Enfin, il y a vraiment des champs différents. Mais c'est vrai que moi, c'était l'engagement public et la politique qui m'intéressait depuis le départ. Et donc voilà, et après c'est vrai que c'est une école qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses, d'avoir une formation que j'estime être une très bonne formation, qui m'a permis aussi de partir à l'étranger, puisque j'ai été 1 an à l'université de Rome. Donc voilà, ce qui m'a permis aussi de voir des choses différentes, de parler italien couramment. Je suis même retourné faire un de mes stages de fin d'études au ministère du Développement économique à Rome. Donc tout ça, c'était assez intéressant. J'avais même failli à l'époque, je me rappelle, j'avais failli rester. Il y avait un poste à la mission économique de l'ambassade et puis finalement, ça ne s'était pas fait. Et donc du coup, je suis rentré en France et j'ai refait un deuxième Master 2 à Paris, à Sas. Voilà. Avec des gens de droite. Loin du socialisme, là, oui. Oui, j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter là-dessus, puisque je me rappelle du début, c'était le master de Dominique Chagnolot. C'est un master professionnel, on avait 6 mois de cours et puis 6 mois de stage. D'accord. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Et donc, on avait des cours à l'Assemblée, au Sénat, avec les administrateurs, et c'était... Par contre, Jean-Baptiste est un vrai politique. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Non, mais parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et je me rappelle, pour vous raconter, parce que c'était assez drôle, dans un DTD, au début de l'année... je me rappelle d'un prof qui disait « Bon, alors, qui est de droite, qui est de gauche ?» Et on n'était pas beaucoup. Mais pour la petite anecdote, j'ai quand même fini major de ce master. Donc, travailleur. Et je me rappelle du directeur du master, donc Dominique Chagnolot, qui est un prof de droit assez connu, qui était venu me voir en me disant « Voyez, monsieur Beau, on n'est pas sectaire. » Donc déjà... Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Et à la cérémonie de remise des prix, je me rappelle aussi que c'était monsieur Pébro qui m'a remis mon prix. Puis à ce moment-là, il disait un petit peu ce qu'on faisait, puisque c'était à la fin, donc j'avais fait mon stage. Il disait un petit peu ce qu'on faisait et qui dit voilà, Jean-Baptiste Beau qui travaille avec Arnaud Montebourg. Et là, je me rappelle qu'il y avait eu un très grand bruissement dans la salle. Il y en a un. C'était assez drôle, voilà. Il y en a un. C'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire de la politique. Alors j'avais déjà un engagement puisque c'est en 2007 que quand j'étais étudiant à Lyon que j'ai pris ma carte au Parti socialiste ici en Haute-Savoie à Thonon et donc j'ai rencontré Frédéric Zory et Jean-Paul Moy notamment. Où j'avais fait un stage à l'Assemblée entre-temps et puis là c'était la fin d'études et donc c'était au moment des primaires en 2011. Et donc Arnaud Montebourg était candidat, je le connaissais pas forcément mais j'aimais bien ce qu'il disait notamment sur la 6ème République et j'avais lu son livre. Et je me dis, je vais candidater... Ah, c'est donc toi qui a lu le livre C'était des idées des rêves à l'époque, il n'y a pas que moi qui l'ai lu. Et donc, je sais que Frédéric Zory le connaissait un tout petit peu parce qu'il avait été au NPS avec lui, et donc avec Frédéric... Le NPS, c'est... Le nouveau Parti socialiste, c'était à l'époque quelque chose de très dynamique au PS qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, on envoie un mail en disant, voilà... Donc, pour envoyer une candidature, et je suis reçu, et on me demande d'écrire 2 textes, je m'en rappelle encore, un sur la 6ème République et un sur le capitalisme coopératif. Et une semaine après, on me rappelle, on me dit, voilà, tu commences demain. Et donc, c'est comme ça que je m'embarque dans cette aventure des primaires qui, à l'époque, était une réussite. C'était il y a 10 ans en arrière, et qui finissent par, au début, pendant un certain temps, on est à 2-3%, et puis finalement, la candidature de Montebourg décolle, et donc moi, je termine mon stage, après je suis embauché, et voilà, et c'est là que je me retrouve justement à faire les introductions, les stand-up de Montebourg dans la rue. Voilà. D'accord. À faire quelques débats, à prendre et c'est de là que ça vient. Ah, c'est de là que ça vient, parce que c'est lui qui nous avait demandé, à son équipe à l'époque, il nous a dit je veux faire campagne au cul du camion comme Bill Clinton, vous me trouvez un truc, etc. Et on avait ces... Comme Bill Clinton. J'imagine. Je connais des gens qui font des meilleures imitations, mais il voulait ce contact très proche avec la population. Et donc, on avait un peu monté ce concept où justement, on avait ce stand et en fait, il y avait une prise de parole et puis les gens venaient. Et au tout début, je me rappelle que c'était... il s'adressait aux terrasses des bars, il n'y avait pas grand monde. C'était un peu compliqué. Et puis, quelques mois après...
on a fait des stand-up sur les places à Toulouse, à Montpellier, avec 200-300 personnes. Donc et justement, c'est là qu'on avait peaufiné ce dispositif que j'ai repris et qui, je trouve, est un bon moyen de s'adresser à la population parce que on sait très bien, quand on fait des réunions publiques, des meetings, etc., il n'y a que les convaincus qui viennent. Je sais pas. À part peut-être pour les élections municipales où les gens viennent écouter différentes listes parce qu'ils se sentent parce que c'est une élection qui est à proximité. Qui est à part quand même dans le cœur des gens. Mais donc ça permet, parce que les gens passent, ils viennent discuter, on a la possibilité de poser des questions. Donc moi je trouvais que c'était une manière assez ouverte et participative de faire campagne. Donc ça vient d'ici. Et donc voilà, il y a toute cette expérience-là de 7-8 mois, enfin jusqu'en 2012, où finalement j'ai eu plus qu'une formation accélérée à ce qu'est la politique, en faisant plusieurs fois le tour de France avec Montebourg. J'étais un petit peu un homme à tout faire. Voilà, j'organisais les déplacements, je faisais des notes. Et le socialisme, pour toi, c'était naturel au départ ? Oui, assez naturel. Moi, Parce que tu me l'as dit, là, tes deux parents étaient enseignants. Oui. Alors, ça n'a pas vraiment de rapport. Vous savez, mon grand-père, il était gaulliste. Et d'ailleurs, au sortir de la guerre, il était conseiller municipal de Torrent-les-Bains, de Torrent-les-Glières, oui. le mix, de Torrent-les-Glières. Et à l'époque, c'était évidemment un gaulliste, des démocrates chrétiens, on va dire. Oui. Et donc voilà, y a pas, moi en tout cas, j'ai pas forcément dans ma famille de tradition familiale qui vient du socialisme. Mais moi, je me suis tourné en tout cas vers cette pensée, et en tout cas vers ces propositions-là. Notamment, au départ, moi, vraiment, ce qui m'avait convaincu, c'était justement le changement du système politique avec la 6ème République. Ça a été aussi toute la campagne qu'on avait faite sur la démondialisation, le fait d'avoir des échanges plus justes, etc. Et je pense que ces idées, aujourd'hui, du coup, elles ont, même si... je me rappelle qu'il y a 10 ans, quand on avait parlé de démondialisation, tout le monde riait un peu, mais aujourd'hui, on parle de Made in France, on parle de circuit court, on parle de tout ça. C'est bien. Et pour la transition écologique, évidemment, c'est indispensable. Faut produire au plus près du lieu de consommation. Et donc voilà, moi, c'est ces idées qui m'ont animé, puis évidemment des idées de justice sociale. Après, aujourd'hui, évidemment, le paysage politique est extrêmement fragmenté. Beaucoup de gens, il y a une perte de repères, les clivages sont différents. Mais en tout cas... Et c'est dû à quoi, ça ? C'est dû à beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est dû au fait aussi qu'il y a... on était, je pense, il y a 10-15 ans, on peut reprendre ce que dit Gramsci sur l'hégémonie culturelle, mais plutôt avec une hégémonie culturelle, ou en tout cas qui penchait plutôt à gauche. Sur la justice sociale, sur beaucoup de choses. Et puis, on est depuis une dizaine d'années dans une forte droitisation de la société. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les débats même de la droite qui était la droite des Républicains, par exemple, où on voit qu'il y a quand même un basculement, en tout cas, vers aujourd'hui une hégémonie qui est de droite, voire plus. Et c'est ça. Alors, il y a plusieurs raisons, et moi je pense qu'une des raisons importantes, c'est évidemment le néolibéralisme, c'est le fait qui est dû aussi à une mondialisation qui a mal été maîtrisée, économique en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, le gros problème pour moi en France, c'est que les gens ne peuvent plus vivre de leur travail. Et c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent dur, qui ont des salaires qui sont peut-être pas assez significatifs, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et ce qui fait qu'il y a une perte de confiance. Et il y a aussi une perte de confiance très forte en la politique. Pourquoi ? Parce que... J'ai pas demandé pourquoi. Mais si, pourquoi ? Pourquoi ? À mon avis, c'est parce que, regardez, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, si on regarde les 3 derniers quinquennats, gauche-droite confondus, d'ailleurs, puisqu'on a eu Sarkozy, Hollande, Macron. Bon, évidemment, il y a eu une très forte déception sur le quinquennat de François Hollande. Et on en parle on peut en parler. Non, je sais pas. Je la partage fortement. Alors moi, j'ai une question qui est toute bête, mais là, qui fait un peu café du commerce, mais finalement, au niveau politologue, c'est mon niveau. Donc, est-ce que François Hollande a tué le socialisme en France ? Alors le socialisme, je sais pas, mais en tout cas le PS, je pense. Mais il y a pas que lui, si vous voulez. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, François Hollande avait été élu sur un programme, sur un contrat, voilà. Ce qui est le cas pour tous les présidents. Et en fait, ça rejoint ce que je voulais, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, droite-gauche confondue, sur la politique économique, surtout, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, puisqu'en fait, les mesures d'austérité qui ont été appliquées en 2012, elles venaient du plan Fillon 2011. Donc voilà, il y a eu ces augmentations d'impôts, il y a eu beaucoup de choses, ce qui a fracturé en fait la encore gauche. Plus. Et en fait, cette fracture,
elle se retrouve, puisqu'en 2017, on voit que c'est l'explosion et que Benoît Hamon finit à 6%. Mais surtout, ce qui est aussi notable, c'est que c'est de là qu'est né Emmanuel Macron. Et donc, moi, après... Sur les cendres du socialisme. C'est pas sur les cendres, c'est qu'il est parti à gauche, il a récupéré pas mal toute une partie de cet électorat-là, puis il est allé ensuite à droite, et aujourd'hui, c'est le candidat naturel de la droite. Mais... En tout cas, mais c'est vrai. C'est vrai. Et en tout cas, voilà, il a fait exploser le système politique. Aujourd'hui, la recomposition, en fait, elle se fait quand même. Elle se poursuit. Mais c'est pour ça que quand tu es en campagne, tu t'appelles pas socialiste, tu t'appelles Nouvelle Ère. Non, je sais pas. Alors, ça, c'est autre chose. Oui, je sais pas, c'est parce que moi, je suis au PS encore. Ah oui. D'ailleurs, j'ai été candidat au régional, je suis dans le groupe PS, mais aux élections municipales, ce qu'on avait envie de faire, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus large. Parce qu'en fait, on a constitué une équipe avec beaucoup de gens qui n'avaient jamais été dans un parti, qui n'avaient jamais fait de politique. Et disons que le niveau local... Plutôt de gauche, quoi. Plutôt de gauche, avec des valeurs écolo, etc. Mais du coup, ça nous permettait aussi de faire quelque chose qui était seulement à nous. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a commencé la campagne. On a écrit un manifeste pour dire notre vision. Et ensuite, c'est là-dessus que les personnes qui voulaient nous rejoindre nous ont rejoints. Donc, ils savaient pourquoi ils venaient. Et du coup, quand on a discuté de ça, la grande majorité de ces personnes-là ne voulaient pas être étiquetées ou ne se sentaient pas, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une liste qui était divers gauche. Et moi, je trouve que c'était très bien. Parce que je l'ai dit en préambule sur le ton de la blague, mais on en a parlé une fois tous les deux off. Ouais. Et tu me l'avais dit, c'est très difficile d'être socialiste en Chablais. Mais moi, aujourd'hui, pas qu'en Chablais. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pour moi, en tout cas, depuis ce qui s'est passé, la fracture, on va dire, de 2015-2017, il y a en tout cas un travail de renouveau qui n'a pas été fait et qui aujourd'hui conduit au fait que je pense qu'il y a une perte de confiance de la population dans ce parti, mais dans les partis traditionnels en général. Et par contre, au niveau local, on constate justement que quand on fait des choses nouvelles, avec des valeurs qui sont proches, et on arrive quand même à convaincre. Donc voilà, c'est ça aussi l'évolution de la politique aujourd'hui. Mais bon, moi, ça, je l'ai vécu de près, puisque donc, une fois que les primaires ont été terminées, que François Hollande a gagné, donc moi, je suis retrouvé ensuite à travailler dans les cabinets ministériels. Donc au départ pour Sylvia Pinel, qui était ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme à Bercy, où était aussi Montebourg. Il y avait à l'époque 6 ou 7 ministres. Il y avait des étages, donc nous on était au 4e étage. Fleur Pellerin, Fleur Pellerin et Sylvia Pinel. Montebourg était au 3e étage, puis il y avait aussi Moscovici, etc. Et donc à cette époque, donc moi je rentre là, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, donc j'étais un des plus jeunes conseillers ministériels de ces nouveaux cabinets ministériels, et donc j'étais en charge des relations avec le Parlement. Donc c'est moi qui était chargé en fait de tous les contacts, de toutes les relations qu'on avait avec les parlementaires, Sénat, Assemblée. Donc ça veut dire les questions d'actualité, tous les dossiers, toutes les auditions, parce qu'évidemment le gouvernement est en permanence. Donc beaucoup à Paris quand même. À cette époque, évidemment, parce qu'on travaillait beaucoup. Quand on est dans un ministère comme ça, conseiller de ministre, on travaille de 8h à 22h, et parfois après à l'Assemblée, de 8h à 8h. Des fois il y a la nuit aussi. Donc voilà, mais pas tout le temps. Non. Mais c'était en tout cas, voilà, c'est une formidable expérience qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses, mais aussi de découvrir parfois la difficulté d'avoir justement ce que je vous disais tout à l'heure, que la correspondance entre ce qui avait été dit pendant la campagne et après l'application de ce qui est fait. Voilà, c'est compliqué. Après, il y a eu des bonnes choses de fait. Moi, une des choses qui m'a marqué, c'est que avec Sylvia Pinel, c'est Sylvia Pinel qui avait fait le label fait maison pour la restauration. Oui. Et moi, j'avais été activement, puisque c'est les parlementaires aussi qui le voulaient, donc j'avais beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Donc voilà, il y a aussi évidemment des satisfactions. Puis après, je suis retourné directement travailler pour Arnaud Montebourg. Et puis après, il y a eu le remaniement ministériel, il y a eu le départ du gouvernement. Il a été remplacé par Macron d'ailleurs. Et c'est assez marrant puisque cette époque, moi j'avais des collègues qui sont aujourd'hui devenus ministres. Je me rappelle Gabriel Attal qui travaille pour Marisol Touraine. Donc on se retrouvait tous le mardi à l'Assemblée, 1 heure avant les questions. Parce qu'en fait, vous recevez les questions, mais juste le thème des questions, elles sont toutes adressées au Premier ministre. C'est une question d'actualité. Et donc là, pendant 1 heure, en fait,
Alors, on prépare des fiches à l'avance sur les sujets qui peuvent peut-être tomber. Pendant 1 heure, du coup, là, C'est le bac toutes les semaines, en fait. pendant une heure, on essaie de deviner la question qui va être posée par tel et tel député. D'accord. Voilà. Et ça, c'est partie du job. Et on devine comment? Il y a Alors, du marc de café? Non, il y a plein de choses. À la fois, il y a l'actualité. On sait bien que parfois, il va y avoir telle et telle question. Il y a des parlementaires qui veulent avoir une réponse précise et qui nous préviennent simplement de la question qu'ils vont poser. Et puis après, aussi, il y a le téléphone. Et donc, en fait, c'était marrant parce que, en fait, tout le monde, on essaye d'appeler les parlementaires pour leur demander quelle va être leur... Jean-Paul, Guillaume, voilà. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut avoir les numéros de téléphone. Et moi, je me rappelle que quand je suis arrivé... Oui, ça, c'est le principe, Jean-Baptiste. Exactement. C'est le principe. Alors, non, parce que le téléphone fixe, tout le monde peut le trouver. Il suffit d'appeler le standard de le l'Assemblée. 06. Le 06. Et le 06, c'est plus dur. Mais moi, je me rappelle qu'au début, je suis arrivé, j'avais une assistante qui était dans les ministères depuis Raymond Barre. Et elle avait tous les numéros de téléphone de plein de gens de droite, justement. Et ça a été très utile, parce que j'ai une petite anecdote. Je me rappelle une fois que c'était Monsieur Balkany qui posait une question et que tout le monde cherchait son numéro. Et que je découvre que je l'ai. Et alors, quand on appelle Monsieur Balkany... Et c'est moi qui ai dû l'appeler. Et comment ça se passe? J'étais pas très à l'aise, mais... Allô, Patrick? Allô, monsieur le député, voilà, posez votre question, etc. Je pensais que je me souviens plus quel sujet c'était. Non, c'est sur la transition écologique, il m'a donné tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est... Mais c'est vraiment ça qu'il a posé, parce qu'il est connu quand même pour être un peu fourbe, parfois. Ouais, voilà. Donc, je vous avoue que j'étais pas très à l'aise quand j'ai passé le coup de fil. Non, mais... Voilà. Et ça, c'est des périodes qui sont courtes dans une vie, malgré tout, mais c'est riche, quoi. Enfin, c'est ça. Moi, ça a duré environ 2 ans et demi. Et c'est là, au moment, en fait, où ça s'est terminé, donc il y a eu Frangy-en-Bresse, il y a eu les discours de Montebourg et de Hamon à l'époque. Et puis là, je me rappelle, donc on rentre à Paris le lundi matin, donc il va à la presse, etc. Et donc là, on était dans le bureau, j'étais avec son directeur de cabinet, c'est Boris Vallaud. Et donc là, on reçoit Boris Vallaud, qui est le mari... Oui, voilà, qui est député des Landes aujourd'hui. À l'époque, c'était mon directeur de cabinet, parce qu'il était directeur de cabinet de Montebourg à Bercy. Et donc là, on reçoit le mec de l'Élysée, voilà, remaniement ministériel. Alors là, quand il y a un remaniement ministériel, pendant 3 jours, c'est la panique. Supputation. Voilà. Et donc, nous, on prépare les destructions là, de documents. Chacun prépare ses cartons. Moi, j'en ai vécu 2, du coup, parce qu'il y avait le premier après les municipales, où là, du coup, on avait changé de ministère, parce que Sylvia Pinel était devenue ministre des Territoires et de la Ruralité. Et donc voilà, c'est toujours l'inconnu, on ne sait pas trop, etc. Donc, il y a un peu 2-3 jours de blackout comme ça. C'est assez spécial. Et donc là, on savait que c'était de toute façon terminé, que Arnaud allait sortir du gouvernement. Et donc moi, je réfléchis un petit peu et je me dis que j'ai pas envie de continuer et que je préfère sans lui arrêter et puis aller trop triste sans lui. Non, c'est pas trop triste sans lui, mais c'est que moi j'ai commencé à faire ce job parce qu'au départ j'étais un militant et donc pour les filles, etc. Alors qu'en fait, il y a beaucoup dans les cabinets ministériels, il y a beaucoup de profils. Il y a des hauts fonctionnaires, il y a plein de gens. Moi, au début, je suis arrivé, on est entouré d'Énarques et d'X-Mil, etc. Et voilà. Donc je suis à ce moment-là, je décide que je vais arrêter. Et d'ailleurs, Macron reçoit tous les anciens membres du cabinet. Moi, j'y suis même pas allé. Et donc. Pas bien ça. Non, parce que. Je savais que j'allais pas continuer. Donc, je te taquine, mon cher Jean-Baptiste. Je te taquine. Et en fait, quand je regarde la suite de l'histoire, j'ai pas eu tort. Et donc, du coup, voilà, donc c'est à ce moment-là. Donc là, toi, tu te remets en question, tu dis c'est bon. Là, je me dis, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et voilà. Mais à l'époque, j'étais encore assez jeune parce que du coup, j'avais 27 ans. Et donc, c'est jeune, ça. Là, la question, c'est de dire, voilà, j'avais commencé ma carrière professionnelle par ça. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je me dis, bon. Moi, j'ai envie quand même de rentrer dans le Chablais, de passer plus de temps là-bas, etc. Et puis, j'ai envie d'avoir un job qui ne dépend pas de la politique. Parce qu'on sait que ces postes-là, si vous voulez, c'est des fonctions. Elles durent un temps, 2, 3 ans, 4 ans. Voilà. Elles durent le temps qu'elles durent. Mais elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Oui. Donc, j'avais envie de... C'est violent, d'ailleurs, ça. Quand même. C'est assez... on le sait depuis le départ. Mais c'est vrai que c'est assez violent. Parce que, en fait... Voilà, par exemple, pour les assistants de députés, on sait que ça va durer 5 ans, etc. Là... Si tout va bien. Si tout va bien. Mais là, les ministres, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et on sait que pendant le quinquennat, il y aura plusieurs... Voilà. Donc, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, c'est là que j'ai commencé à un petit peu rechercher. Alors, vous savez, quand vous sortez, faut
faut pas croire qu'en fait, on va vous placer à un poste, etc., tranquillement. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, pour certains, peut-être. Si on est très haut placé. Alors, ça dépend. Peut-être pour les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, parce que les hauts fonctionnaires, ils sont déjà de toute façon en poste, ils sont détachés, ils reviennent, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis pas haut fonctionnaire. Donc là, tu te retrouves une main devant, une main derrière, en gros, non, sans rien, quoi. Non, mais je réfléchis en me disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire et donc, en fait, bon, il y a pas mal de gens, quand ils sortent de ça, ils vont dans des cabinets de relations, de trucs, etc., ou de la com. Et moi, je me dis, bon, j'ai pas trop envie d'aller travailler dans le privé. Et c'est là, en fait, que je rencontre... Tout bêtement, c'est comme tout le monde, sur une annonce qu'il y avait un poste à la Fédération nationale, une association qui s'appelle Famille Rurale. Donc je me renseigne un petit peu, je regarde, je vais rencontrer le directeur, le courant passe très bien, et donc je me retrouve responsable des relations publiques de cette association. C'est une association en fait très importante puisque elle est à 160 000 familles adhérentes, 40 000 bénévoles, 17 000 salariés. C'est une fédération qui fédère 2000 associations sur le territoire et qui gère en fait qui améliore le quotidien des personnes qui plutôt en milieu rural. Donc on gère des crèches. Comme son nom l'indique. Exactement, comme son nom l'indique. Donc on gère des crèches, des formations BAFA, de la culture. Et donc voilà, il y avait un joli potentiel. Et c'est basé où ce poste? Alors en fait ça, c'est justement, c'était donc la fédération, elle est à Paris, mais après toutes les associations, elles sont partout en France. Voilà. Et donc moi quand j'arrive, je dis voilà, moi par contre je veux bien venir, mais j'habite le Chablais. Je veux faire du télétravail. Voilà. Et c'était avant l'heure. C'était avant l'heure. Voilà. Et donc c'est comme ça que je commence à avoir donc à pouvoir revenir ici, puis avoir ce job qui évidemment changeait beaucoup de ce que j'avais fait avant, mais qui me plaît beaucoup et que j'exerce encore. Et donc où je me retrouve à être en moyenne on va dire 2-3 jours par semaine, ou des fois moins, des fois plus selon les agendas et les événements qu'on a, et à pouvoir revenir dans ma terre natale. Donc voilà, donc ça c'était au paradis. Au paradis dans le Chablais à Thonon. Ça c'était en 2015. Et donc voilà, et petit à petit les choses évoluent. On a fait beaucoup de choses et on a créé un fonds de dotation donc avec des mécènes pour financer des expérimentations, des innovations en milieu rural. Beaucoup de choses sur la transition écologique. Parce que le milieu rural, le monde rural, la ruralité, comme certains le disent. Les ruralités. Les ruralités, d'ailleurs. Elles sont diverses. Oh, l'inclusion, hein. Où va se nicher l'inclusion? Est-ce que les campagnes françaises... Alors, c'est idiot ma question, mais il n'y a pas de question idiote. Non, mais si. Est-ce que la ruralité, c'est mort et enterré, ou est-ce que contrairement à ce qu'on peut penser depuis Paris, souvent, est-ce que les campagnes sont encore vivantes et bien vivantes? Moi, justement, je crois que c'est l'inverse. Et donc, en fait, nous, le but, si vous voulez, une partie de mon travail consiste justement à dire l'inverse et à valoriser toutes les expériences Parce qu'il se passe des choses. Il se passe énormément de choses. Et quand je vous dis qu'on travaille sur l'innovation, sur le numérique, et en fait, beaucoup de choses ont évolué, notamment avec le télétravail, notamment avec le fait aujourd'hui qu'il y a aussi une envie de la société de retourner vers une forme de qualité de vie. Il y a aussi un lien, je pense, avec la transition écologique. Et en fait, c'est preuve que la question n'est pas du tout idiote, c'est qu'en fait, on a posé cette question. Il y a 2 ans, on a fait une étude avec l'IFOP. Donc, moi, j'ai conduit ce travail avec l'IFOP, justement pour analyser ce qu'était la vision et en fait la perception de l'ensemble des Français et aussi des habitants des zones rurales sur leur territoire. Donc on avait 2 échantillons, donc ça nous a permis de faire des comparaisons. Et on voyait qu'il y avait un côté effectivement où les gros problèmes, c'est le manque de services, le manque de médecins, la santé, les transports, les commerces qui ferment, etc. Donc ce côté abandon, entre guillemets, mais contrebalancé par un fort côté attractif de recherche de qualité de vie, etc. Et on a refait la même enquête après le confinement. Et là... Toutes les on va dire les items d'image de la ruralité ont pris 20-30%. Donc en fait aujourd'hui c'est cool. Aujourd'hui en fait moi je pense qu'on est dans un moment où entre guillemets il va y avoir il y a eu un phénomène très fort de métropolisation, les grandes villes qui concentrent les emplois, les richesses, etc. Et là on est dans un moment de démétropolisation entre guillemets où justement il faut absolument avoir une politique qui permette à ces territoires
de résoudre les problèmes dont je vous ai parlé. Parce qu'en fait, il y a quand même des problèmes d'infrastructure. Si on parle du digital, notamment, et ben voilà. comment on se connecte à Internet, c'est un grand droit, parce que on peut pas dire aux gens, ok, on dématérialise tous vos services et il y a plus de guichet, il y a plus rien. En plus, on vous accompagne pas parce qu'il y a quand même 17 millions de personnes en difficulté avec le numérique. Hein. D'ailleurs, c'est l'objet. Nous, on a créé 200 points de médiation numérique pour ça, pour accompagner les gens. Et on se bat évidemment pour que tout soit fibré. Alors la fibre, c'est un peu avancé. Pas assez vite à nous, mais voilà. Avance. Mais disons que c'est déterminant, évidemment. Si on n'a pas le numérique dans ces territoires, on sait bien que ça va être un vrai problème. Donc il y a tout ça. Mais en tout cas, il y a une aspiration. Et moi, je pense que ces territoires-là, ils ont aussi un grand rôle à jouer dans la transition écologique. Parce qu'on parle beaucoup des métropoles. Alors oui, on fait des voitures électriques, des vélos partagés, etc. Il y a des choses... Évidemment, des trottinettes volantes, des hoverboards. Mais évidemment, tout ça, c'est dans des grandes métropoles, il y a les pistes cyclables, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Mais la réalité, il y a énormément de choses à faire aussi. Et puis en plus, il y a un truc, il y a l'amour est dans le pré. Ça c'est bien. Je sais pas si les ruraux trouvent que c'est une image qui correspond parfaitement à leur truc. Vachement bien. Les mecs, on n'est plus tout seul, quoi. Non, mais voilà. Mais en fait, et donc moi, nous aujourd'hui, voilà, le mouvement, il est où ? Il est sur le numérique. Il y a aussi tous ces nouveaux lieux qui se montent, les tiers-lieux. Oui. On a un programme où on développe une trentaine de tiers-lieux en milieu rural. Et ça, c'est l'avenir. C'est-à-dire ces lieux partagés de création, d'innovation. Parce qu'en Chablais, la campagne, la ruralité, elle existe. Elle existe, c'est une ruralité particulière, c'est pour ça qu'on dit les ruralités. Mais c'est une ruralité très particulière. Exactement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, quand on dit les ruralités, c'est pas pour faire... Non. Mais c'est parce qu'en fait, quand on dit la ruralité, globalement, ça concerne quand même une grande partie Parce que Jean-Pierre, lui, dans la Creuse, l'amour est dans le pré, je suis sûr qu'il est content que ça existe. Non mais, c'est vrai. Ça dépend, il y a ce qu'on appelle l'hyper-ruralité, où il y a des territoires évidemment très très peu denses, et puis il y a la ruralité... plutôt d'anciennes zones industrielles qui ont été en difficulté avec toutes les délocalisations, etc., dans le nord, le nord-est. Et il y a toute la ruralité, on va dire, un peu plus comme chez nous, soit du littoral, proche du littoral ou proche des montagnes, donc proche du tourisme. Donc évidemment, ici, on n'a pas les mêmes problématiques. Et en montagne, ils n'auront pas les mêmes, etc. Donc il faut avoir tout ça à l'esprit. Mais en gros, moi, je dirais, c'est la France des territoires. C'est ça. Parce que c'est la France qu'on aime. Quand on dit la ruralité, c'est aussi c'est des sous-préfectures. Mais bien sûr, c'est tout ça. Et nous aujourd'hui, on est concernés. Nous, on n'est pas une grande métropole ici. Donc en fait, il faut comprendre tout ça. Et ça, moi, c'est vrai que de travailler sur tous ces sujets, ça m'a beaucoup apporté aussi pour réfléchir et aussi dans mon engagement politique. Une genre de mise au vert. Pas mal. Non, mais voilà. Et puis donc voilà. Et ensuite, pour reprendre le fil, moi, j'avais été candidat au régional. Oui. Alors ça reprend le tout premier truc que j'ai dit. Hein. Ouais. Assidu à se présenter à différentes élections, quand même. Très assidu. Différentes élections. En fait... Il y a eu quoi ? Il y a eu donc... Moi, j'ai été candidat aux législatives une fois en 2017. Ouais. Bon, là, on était quand même bien content que j'y aille parce que je pense qu'il n'y avait pas... vu la situation. Là, nous, avec Vincent qui est là, on regardait donc le stand-up sur la place des Arts. C'était pas mal. Hein. Donc là, on disait, mais qui est ce monsieur qui... À l'époque, personne ne me connaissait. Hein. Moi, j'avais... Nous, on savait. Mais voilà. Mais moi, je sortais... Voilà, c'était la première fois que je me présentais. Donc là, à nouveau, je vais reprendre une métaphore agricole, à labourer le terrain, hein, là, vraiment. Donc il y a eu 2017. Législative. Non, il y avait eu 2015 avant. J'ai été candidat au régional. Voilà, mais sur une liste, j'étais 5e sur la liste. Et d'ailleurs, j'avais pas eu de chance à l'époque parce que j'aurais dû être élu, mais en fait, les répartitions de sièges, c'est assez compliqué. Puis en fait, le siège, le dernier de Haute-Savoie, il était reparti dans une autre, une autre région. C'est pas gentil, ça. C'est la règle. C'est arrivé à d'autres. C'est pas gentil, quand même. Oui, mais donc ça, c'était la première élection en tant que candidat. Et puis, mais avant, en tant que militant, moi, j'avais soutenu la candidature d'Escoubès, Pascal Escoubès, en 2012. On n'était pas loin de gagner, d'ailleurs. C'était quand... oui, mais alors, le problème, Jean-Baptiste, avec gagner ou perdre, c'est qu'on n'est toujours pas loin de gagner. Ah bah non, ça dépend. Il y a des fois, on est très loin, je te rassure. Non, mais... Donc Pascal Escoubès avait failli gagner. Exactement. Et tu étais dans la team. Ouais, c'est moi qui j'avais organisé sa campagne, etc. C'était mes premières actions militantes. Et la toute première, je me rappelle même, quand j'avais pris ma carte en 2017, avoir fait aussi participer en tant que militant. Donc 2015, régional, mais bon, du coup... Voilà, du coup, je suis pas élu. Et donc, voilà. Et puis après, en 2017, donc, je fais cette élection législative. En sachant évidemment que ça allait être très compliqué, puisque le candidat à la présidentielle avait fait 6%. Et donc, voilà. Et donc, j'arrive quand même à me faire rembourser. Je suis le seul en Haute-Savoie. Je tiens quand même à le signaler.
marché. Non, mais bien. Voilà. Mais donc le stand-up, ça marche. Le stand-up avait pas mal marché, et surtout qu'en plus, j'avais été... je me rappelle, il y avait déjà des problèmes de distribution de profession de foi à l'époque, où la mienne n'était pas arrivée dans la moitié mais j'étais pas le seul. Hein. Et je me rappelle, quand je regardais les scores dans certains villages, c'était bizarre, parce que des fois, il y avait une voix, deux voix, puis on voyait que les autres candidats de gauche avaient beaucoup plus, puis c'était différent dans d'autres. Donc en fait, il y a quand même eu... Mais bon, eu des problèmes. Ça n'aurait pas changé le résultat, je vous rassure. C'est le service public, ça. Non, c'est pas de service public, c'est depuis qu'ils ont... Je taquine et le service public et Jean-Baptiste. C'est ce qu'ils font, hein, parce qu'en fait, avant, ça se passait pas comme ça, mais ils envoient tous les documents électoraux. Donc c'est des entreprises privées qui les mettent sous pli, avec des machines automatiques. Et des fois, ça fait dans les enveloppes n'importe quoi. On se retrouve avec... Ou alors des fois, comme la dernière fois, il n'y a personne qui reçoit rien. Ça, c'est encore différent. Mais c'est quand même un problème démocratique. Parce que... Oui, sans doute. Moi, je me rappelle, dans les bureaux de vote, la dernière élection, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé quand on retrouve quand même il y avait ici, Place des Arts, un carton avec les professions de foi marqué « Servez-vous ». Hein. C'est quand même... alors que dans le contrat, on est quand même censé les recevoir dans nos boîtes aux lettres. Voilà. Donc, c'est... Oui, non, mais d'accord. C'est un vrai problème. Parce moi, dans mon bureau de vote, pas eu de problème, il y avait tout le monde. Il y avait tout bien. Bon. Ah non, dans le bureau de vote, oui, mais moi, les professions de foi, j'ai compris. Il y en a même qui ont été brûlées, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand même... Non, je ne suis pas du tout au courant, mais... on a retrouvé un tas, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à distribuer, les entreprises privées, là, et donc on a retrouvé un tas de professions de foi qui étaient censées arriver dans les boîtes aux lettres des gens, d'accord, qui ont été brûlées dans un champ. Mais les vôtres ? Les tiennes ? Ah non, toutes confondues. Ah oui, c'est les trucs qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Bon, c'est égal, si c'est tout. Mais bien sûr que c'est grave, bien sûr. Non, mais j'avais suivi ça de très très loin, très franchement. Ouais. Moi, oui, non, mais, en tant que moi, citoyen. On nous en a beaucoup parlé, ça fait quand même... parce que ça... Et après, déjà qu'il y a une crise et que les gens ne se déplacent plus voter, et si en plus ils ne reçoivent pas les informations, ça pose quand même un problème. Vous parlez de la crise de confiance, là. Ouais. On se tutoie, mais on se vous voit, je ne sais plus. On se tutoie. Oui, pas de problème. Non, mais c'est vrai. Tu parles de la crise de confiance. Moi, j'ai une question là-dessus. Ouais. J'ai pas de théorie, parce qu'à nouveau, je ne suis pas politologue. Est-ce que, justement, le fait de se présenter pour une élection régionale, une législative, une municipale, etc., est-ce que ça ne participe pas à ce truc-là ? Non, je crois pas. Non, je sais pas. Moi. Non, je pense pas. Après, ça dépend. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait. D'ailleurs, de bien qui a été fait sous le quinquennat de Hollande, c'est le non-cumul des mandats. François, finalement, t'es pas si mauvais que ça. Il y en a eu d'autres, mais c'est le non-cumul des mandats. Oui. Parce qu'en fait, le problème avant, parce que c'est pas le temps de se présenter à des élections. Le truc, c'est quand on est élu. Et là, objectivement, quand on est maire et qu'on est député en même temps, franchement, je vois pas comment on fait, quoi. C'est plus possible, ça. On peut pas faire les deux choses sérieusement. Donc, alors il y en a qui défendent l'aspect inverse en disant qu'il faut être ancré, etc. Mais souvent, alors c'est vrai que ça n'a pas été le cas cette fois-ci avec tous les nouveaux députés qui n'avaient pas forcément eu de mandat avant, mais souvent les personnes qui sont élues à l'Assemblée ou ailleurs, ils ont quand même eu une expérience un peu avant et puis ils sont censés aussi quand même. Parce que c'est 2 jours par semaine à Paris, mais le reste du temps, ils sont dans leur circonscription et ils doivent recevoir les gens. Donc, normalement, l'ancrage, ils doivent l'avoir. Donc, c'est pour ça que moi, là-dessus, je trouve que c'est très bien. Parce que comme ça évite de cumuler 2 exécutifs, ce qui n'est pas possible. Après, pour le reste, moi, aujourd'hui, je suis un opposant. Donc, et quand on est un opposant, on n'a malheureusement pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais un peu quand même. C'était un peu. Un peu quand même, puisqu'on arrive à mettre sur la table des sujets. Et si on est intelligent, et on peut travailler de manière ouverte. Mais ce n'était pas le sens de ma question. Pour être plus précis, est-ce que quand moi je suis donc un citoyen ordinaire, bon, on a le même coiffeur, tous les deux, mais... c'est une similitude. Mais à part ça, c'est tout. Et si je vois toujours les mêmes gens, tout le temps se présentant, qu'est-ce que dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Est-ce que je me dis, mais toujours les mêmes ? Est-ce que je me dis, tous les mêmes ? Non, mais c'est une question que je me pose. Tout dépend des situations. J'en profite Non, mais tout dépend des situations. Après, c'est évident qu'on peut pas faire, on peut pas tout faire déjà. Mais après, ça dépend aussi du contexte dans lequel on est. Et puis toujours les mêmes personnes. Moi, pour l'instant, j'ai que 34 ans. Ça fait 5 ans que je fais de la politique. Oui, mais bon. Avant d'arriver au fait qu'on me dise c'est toujours le même, je pense que j'ai encore de la marge par rapport à certains. C'est
oui, c'est pas spécialement pour toi. Là, on parle en général. Compris. Non, mais c'est une vraie question. Et surtout quand on s'appelle Beau. On a plutôt... il faut pas confondre. Oui, on a plutôt intérêt à regarder qui est sur la photo parce que. Il y a les prénoms pour ça. Oui, mais bon, des fois. Non, mais après, voilà. Moi, personnellement, je crois pas. Après, je crois que par contre, effectivement, maintenant sur le cumul, on a une règle, et ça, je pense que c'est très bien. Oui. Et d'ailleurs, ça a permis, si vous regardez, ça a permis de renouveler quand même pas mal. Oui. Voilà, parce que maintenant, il faut choisir. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on a d'ailleurs des sénateurs qui sont assez jeunes. C'est bien. Donc, tant mieux. Voilà. Oui, on a Cyril Pellevat, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter. Oui, j'ai vu ça. On a Loïc Hervé, Sylviane Noël aussi, et voilà. Loïc Hervé. C'est des sénateurs qui sont plutôt jeunes. Donc c'est bien. Ouais. Oui, non, mais absolument. L'important, c'est d'avoir du renouvellement. Après, il faut avoir un moment de renouvellement dans les... Et pour ça, il y a des élections. Et voilà. Mais les élections, en fait, c'est aussi ce que je voulais, c'est qu'il faut les gagner. Hein. Et donc, c'est quoi une vie... Alors, parce que toi, tu es double opposant. T'es opposant à la région et à la ville. Mais après, ça, c'est assez complémentaire. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé à la région... dans les oppositions. Quand je suis arrivé à la région, objectivement, hein, j'étais un des seuls conseillers régionaux à ne pas être conseiller municipal. D'accord. Et c'est vrai que là, pour le coup... il faut quand même avoir une vision de ce qui se passe dans le conseil municipal, dans les agglos, etc. Parce que les politiques de la région, elles viennent quand même en soutien de ça. Donc là, pour le coup, c'est assez complémentaire. Et donc, oui, je suis double opposant, ce qui est assez cohérent. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en fait, moi, la vision que j'ai de l'opposition, c'est que quand on est dans une collectivité comme la ville, comme la région, alors certes, il va y avoir des oppositions de fond sur plein de choses, mais on peut quand même travailler à des choses, et moi je pense qu'il faut être force de proposition. Alors oui, ça peut servir aussi quand il y a des choses qu'on estime ne pas être les bonnes, quand on est saisi par des citoyens qui nous disent voilà, on fait remonter le sujet, et évidemment, et c'est la démocratie, et s'il n'y avait pas ce contrôle démocratique, ça serait vraiment un grave problème, puisqu'on aurait quelqu'un qui fait ce qu'il veut sans contrôle. Alors ça, c'est une première chose. Mais après, il faut être capable, moi je crois, d'avoir un discours qui soit mesuré, qui soit intelligent et ouvert, et donc d'aller faire des propositions. Même si c'est pas nous qui sommes dans la majorité, voilà. Au moins on met les sujets sur la table. C'est ça. Et puis en plus, je pense que dans une ville, par exemple, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont pas forcément clivants. Donc là, tout le monde peut travailler ensemble. Oui, parce que quand même, la politique de la ville, en tout cas d'une ville, d'une commune, c'est quand même la base de la politique, enfin la vie de la cité, quoi. C'est la base de la base. Ouais. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas que des sujets... Ah non, il n'y a pas que des sujets clivants. Enfin, je veux dire, là, par exemple, quand le maire met en place les budgets participatifs, c'était dans notre programme, évidemment qu'on a soutenu... Donc, tu le prends un peu pour toi? Non, pas du tout, parce que c'était dans le sien aussi. Oui, voilà. Voilà. C'était d'ailleurs dans d'autres programmes d'autres aussi. Donc, en fait... Bon, quand tu parles du maire, on parle bien du maire de Thonon. Oui, hein. Toi, tu es élu à Thonon-les-Bains. Exactement. Donc, en fait, voilà, je veux dire, quand il y a des mesures qui vont dans ce sens-là, évidemment que nous, on va pas dire parce qu'on est dans l'opposition, non. Non, on encourage. Il y a du consensus quand même. Bien sûr, on encourage, on a même, on informe aussi, on a incité les gens à participer. Donc il y a ça. Et puis après, il va y avoir des oppositions. Et ça, c'est normal. C'est ça, la démocratie. Bah oui. D'où le rôle important de l'opposition. De toute façon, oui. Exactement. Oui. Mais c'est pas quand même un peu frustrant? Ça peut être frustrant. Bon, pour l'instant, tu n'as connu que ça. J'ai connu que l'opposition pour l'instant. Non, pardon. C'est vrai. Mais j'ai connu que l'opposition, mais j'ai connu aussi, mais alors en tant que collaborateur et conseiller, la majorité du gouvernement. Voilà, la prise de décision. Mais du coup, alors je reviens après ma petite blague, mais pas très drôle. C'était pas dans un rôle d'élu, c'était dans un rôle de collaborateur, mais ça m'a permis d'observer de près. Est-ce que c'est frustrant quand même? Moi, je dirais, alors, il peut y avoir de la frustration parfois, évidemment, parce que c'est pas nous qui décidons et que parfois même quand on lance des idées, elles vont pas forcément aboutir. On n'a pas forcément tout le temps toutes les informations, surtout à l'agglo. Surtout à l'agglo, parce qu'en fait à l'agglo, quand on n'est pas maire et qu'on est à l'agglomération, donc à Thonon-Agglo, quand on est conseiller d'opposition de la ville-centre, en fait, on n'a pas accès à beaucoup de choses. Mais après... Tu te plains un peu quand même. Ah non, pas du tout. Ah si, tu te plains. Ah non. C'est pas du tout mon caractère. Et du coup, oui, donc... Mais du coup, par contre, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut se sentir frustré ou pas. En fait, c'est à nous de se donner les moyens de pas l'être. Et si on veut pas l'être, il faut mettre en œuvre son mandat d'une façon constructive, et on est beaucoup moins frustré. Et beaucoup plus utile à la société et à la ville, je crois. Oui, non, mais bien sûr. Mais... Parce que sinon, dans ces cas-là, après, on a quand même une responsabilité, c'est qu'on a quand même été élu.
par nous quasiment 30% des votants. Alors c'est vrai que voilà. Voilà, on va pas pas rentrer dans les batailles de chiffres. Mais on représente une partie des Tononnais. Et donc ces personnes qui ont voté pour nous, elles comptent sur nous. Bien donc sûr. il y a une responsabilité et donc il faut pas juste se plaindre et dire voilà. Non, mais en ce qui concerne alors peut-être je me trompe à nouveau parce que moi je survole la politique locale. Oui. Non mais vraiment, non mais en plus vraiment. Mais depuis l'élection municipale, oui. Toi justement tu es très discret sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Bon, pas vraiment. Hein. Non, pas vraiment, d'accord. Non, nous on a alors, nous, on a quand même on a la page Nouvelle Ère où à chaque conseil municipal. Je ne suis pas abonné, alors ça doit être ça. C'est ça. Nous, donc je m'y mette. Donc, on explique. Et après, sur les réseaux sociaux aussi, régulièrement, je publie. Par contre, moi, j'ai une vision pour les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, moi, j'essaie de publier des choses avec des textes, ou en tout cas un peu de détails, etc. D'expliquer ce que je fais. Et voilà, j'évite de juste me contenter de dire voilà, je fais un selfie, je suis ici. Enfin, voilà, moi, c'est un peu ma vision. Après, chacun fait comme mieux. Mais donc, oui, je serais plutôt sur une publication par semaine que 2 par jour. Oui, voilà, oui. C'est ça. Voilà. Mais je suis pas sûr que ça soit être discret, ça. Parce que après, nous, on a aussi, je veux dire, il y a beaucoup de moyens de communication. Nous, on organise des réunions. Il y a tout ce qu'on fait avec les gens. On a notre association. Il y a le conseil municipal. Et puis il y a qui est en direct sur. Qui est parfois en direct. Il y a les journaux où on fait des conférences de presse. On dit des choses. Voilà. Oui. Non, il y a une présence. Mais qu'est-ce que vous appelez être discret ? Qu'est-ce que tu appelles être discret ? Non, oui, discret. Oui, discret, dans le sens discret. Je sais pas ce que je te rendais dire. Moi, j'ai pas l'impression d'être discret. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres opposants municipaux qui sont beaucoup plus virulents, beaucoup plus... Pourquoi virulents ? Non, pas pourquoi. C'est le cas. Et toi, tu sembles être plus posé, justement, plus dans le consensus. Oui. Voilà. Alors, en fait, ça, c'est... Moi, je pense, là-dessus, que en réalité, il faut être ferme. Et définitif. Pas définitif, mais il faut être ferme et être virulent quand c'est nécessaire. Mais si on l'est tout le temps, quand on l'est, est-ce qu'on va être pris finalement au sérieux ? C'est Nicolas et le loup. Et c'est Pierre et le loup. Pierre et le loup, exactement. Voilà. Le jour où il y a vraiment le loup, on ne croit pas. Aujourd'hui, je suis vraiment... Nicolas et le loup. Oui. mais voilà, donc c'est un peu ça. Oui. Donc nous, en gros... moi, j'ai envie, et avec les élus avec qui on est dans le groupe, d'avoir une attitude qui est constructive, de dire les choses, de proposer des choses et de taper du poing sur la table quand c'est nécessaire. C'était ça que ça voulait dire discret. Mais discret, c'est un peu péjoratif. Moi, c'est pas discret. D'accord. Parce que d'autres diront, ça n'est pas dans ma bouche. Constructif, etc. Ouais, et moi, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on n'attend pas... Enfin, en tout cas, moi, la vision que je me fais de tout ça, c'est que je pense que même les Tononnais, ils attendent pas forcément d'avoir... Les Tonnonnaises Ah bah oui, les Tonnonnais et les Tonnonnaises. Ils attendent pas forcément d'avoir des pugilats à chaque conseil municipal. Non. C'est pas ça le but, en fait. Et donc, moi, je crois que c'est plutôt comme ça qu'en tout cas, moi, je vois la façon de faire. Ce que tu me dis, c'est que malgré ton rôle d'opposant, tu arrives quand même à t'épanouir là-dedans. Ouais, évidemment. Peut-être pas à 100%. Non, mais quand on est candidat à l'élection, c'est pour gagner. C'est pas, voilà. Mais il faut faire ce rôle. C'est très, très important. Et du coup, parce que prochainement, il va y avoir une nouvelle élection législative. Ah oui, ça c'est bientôt. Là, on y est. C'est les présidentielles d'abord. La présidentielle en avril. Et puis mais c'est vrai que c'est très lié. C'est très lié. Et du coup, la question que tout le monde se pose ici, on est deux. vous êtes deux. Oui, mon Dieu, la question. Vous êtes deux. On est deux. Non, alors, est-ce que tu iras ? Oui, non. Parce que je sais pas. Non, encore. Je sais toujours pas. Non, je sais pas. Pour une raison simple, c'est que moi, je crois que, et en tout cas, moi, je suis favorable à ce qu'en Haute-Savoie, on a vu que ces dernières années, avec les dernières élections, il y avait eu donc aux municipales, aux élections départementales, il y avait eu des mouvements locaux, un peu d'alliance de gauche, d'écologistes, comme ici on a fait avec Chablais en commun, qui ont bien fonctionné. Et moi, je crois que pour les élections législatives, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, en fait, voilà, c'est surtout ça qui est important. D'accord. Et donc, on verra. Mais après, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au niveau national, je constate quand même qu'il n'y a aucun candidat de gauche qui arrive à sortir du chapeau.
même si moi, évidemment, j'ai une préférence pour Montebourg, mais qui derrière, lui, qui derrière n'a pas d'appareil. T'es allé chercher loin, celui-là. Non, mais on ne va pas en parler, mais... On n'est pas obligé. Mais non, on n'est pas obligé. Mais, mais qu'est-ce qui lui arrive là? J'en sais rien, mais à l'arrivée, tout le monde en parle. Ah non, on n'en parle pas, justement. On n'en parle pas. Arnaud, mais non. Tu iras lui dire. Mais en plus, c'est lui qui l'a trouvé, je crois. Donc, tout seul. Donc, en gros, moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Remarque, pardon, mais je repense à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Un grand coup de Chablais. Ah, c'était bien, ça. Ah, c'était super bien. Si. Et je regrette. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir mis sur les affiches. Ah, c'était bien. C'était bien. C'était un jeu de mots que j'ai trouvé... qui voulait dire ce qu'il voulait dire. Okay. Donc, bon, très bien. Malgré tout, je tiens quand même à dire que cette campagne-là, qui était dans un contexte très très difficile, oui. J'avais pris beaucoup de plaisir et que c'était une campagne très sympa où j'avais pu dire beaucoup de choses et puis avoir ce côté aussi un peu nouveau, un peu... Ça te donne une visibilité aussi. Oui, voilà. C'est sûr, mais après, il y avait eu un côté très sympa, un peu décalé avec le grand coup de Chablais, avec le In Chablais We Trust, avec tout ça, et c'était... Et voilà. Ah oui, celui-là aussi. Il faudrait retrouver c'est dommage, il aurait fallu retrouver les... Déjà que je viens de me planter sur Nicolas et le loup. Donc voilà, non mais donc aujourd'hui, pour en revenir, moi... donc Arnaud Montebourg. Bon. Non mais ce qui m'inquiète, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a aucun, pour l'instant, candidat qui émerge et en fait, il va falloir parce qu'à un moment donné... Non, mais c'est pas là que ça cristallise, on le sait. C'est pas là, donc en fait, tout est encore devant nous, donc moi, j'espère... Donc toi, t'es encore en réflexion avec tes amis écolos et tout ça? Ah, pour le local? Oui, pour l'instant, oui, pour le local. Non, mais pour l'instant, il y a pas encore eu de discussion, il n'y a rien eu, mais moi, en tout cas, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudra essayer d'aller, puisque surtout qu'on est dans un territoire qui est quand même compliqué pour la gauche. Si en plus il y a un contexte national qui est compliqué, moi je pense qu'il faut se rassembler et que c'est ça qui peut nous donner des chances. Voilà. Donc l'objectif c'est le remboursement des frais de campagne? Non, pas du tout. Non, je taquine. Ça c'était il y a 5 ans, mais non, on n'est plus à ce stade. Non. Quand on a fait quasiment 30% d'élections municipales, on est moins inquiet pour ça, je vous rassure. Je sais pas. Et pareil pour les candidats qui ont été aux élections départementales, Sophie Paradander et chez nous ici. Pas de problème, hein, ils ont fait leur score. Ils ont fait un très bon score. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on dit toujours, oui, mais vous êtes de gauche dans le Chablais, c'est très, très compliqué, etc. Évidemment que c'est compliqué, mais nous avons eu des représentants de gauche. Exactement, Frédéric Zory qui gagnait quand même au premier tour dans une élection... ici, en étant de gauche. Et puis, il y a était-il encore de gauche? Bah oui. Puis, il y a des évolutions. Et puis après, moi, je vais vous dire un truc aussi très simple, c'est que moi, il y a aussi des gens de droite qui votent pour moi, tout simplement. Ah, oui. C'est donc pour ça. Je sais pas, mais aux élections municipales, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de gauche qui ont voté pour nous. Mais en tout cas, c'est un sacré combat que tu mènes, Jean-Baptiste, pour tes convictions. C'est ça le plus important. Voilà, quoi qu'on en dise, on se taquine. Et moi, à nouveau, je suis pas politologue, donc je fais pas de. Je suis là pour mettre en avant des parcours. Et c'est le cas. Enfin, il y a un parcours déjà qui se construit petit à petit. Disons que voilà, moi, disons que j'ai eu une expérience j'ai eu la chance d'avoir cette expérience au tout début de ma carrière professionnelle, où j'ai pu rencontrer énormément de gens et avoir une expérience au sein en tant que conseiller dans un gouvernement, etc. Et puis voilà, et c'est vrai que du coup ça m'a donné une vision assez large. Et puis aujourd'hui, moi je crois quand même que il y a beaucoup de choses, et on parlait de l'écologie, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire par le local. Et donc, mais après, c'est vrai qu'être un élu local, c'est un vrai engagement. Ça prend énormément de temps. Il faut être déterminé. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'important, ça a été toujours de privilégier, en tout cas, mes convictions. Oui, et ça, ce que je pense, on peut pas te l'enlever. Voilà, c'est ça, parce que sinon, quand on parlait tout à l'heure, quand on disait, voilà, on se présente à plusieurs élections, etc. Mais oui, parce que pour défendre ses convictions, à un moment donné, il faut les présenter devant les électeurs. À l'inverse, il y a des personnes qui retournent leur veste aussi. Et alors c'est sûr, ils vont être élus. Il y a ça. C'est sûr, ils vont être élus. Mais on en a vu un certain nombre quand même. Et donc, voilà, c'est sûr que parfois ça peut être aisé d'aller se dire j'aurais pu me dire bon bah voilà, je vais aller dans tel parti ou dans tel truc, ou alors
où j'aurais pu dire, tiens, je vais me faire parachuter quelque part qui n'est pas chez moi, mais c'est pas grave. Ça s'est déjà vu. Hein, voilà. Oui, donc, mais évidemment. Moi, je savais moi, c'est sur mon territoire et chez moi que j'avais envie de m'engager. Et je sais que c'est difficile, mais en même temps, je sais que quand je vois ce qu'on a fait dernièrement, avec Nouvelle Ère notamment, les évolutions, moi, je sens aussi qu'il y a aussi un dynamisme de notre côté et des évolutions aussi, et qu'au final... Tu renouvelles l'image aussi. Bah, j'espère, j'essaye, mais en tout cas... puis tu fais beaucoup de bien pour... pour la pauvreté capillaire. Pour la cause de la pauvreté capillaire. Je ne sais pas si les chauves votent plus pour moi ou pas. Je crois pas que ça va être un grand rapport. Et du coup... Mais voilà, mais c'est ça, c'est un combat de tous les jours. Il me reste une question, Jean-Baptiste. Ouais. Une seule. Elle est sympa, Najat? Najat est très sympa. Alors, moi j'ai côtoyé pas mal de ministres. Et Najat, alors moi, je connaissais plutôt son mari, Boris Vallaud, qui était mon directeur. Najat, je la connaissais un peu parce que je la croisais à l'Assemblée, quand j'étais dans les ministères. Quand tu étais dans le game. Je l'avais croisée. Je l'avais croisée aussi avant à Lyon, parce qu'elle vient de Lyon, c'était conseiller régional à Lyon quand j'étais étudiant. Et donc là, je l'ai retrouvée. Moi, j'ai conduit la liste en Haute-Savoie. J'étais tête de liste pour l'ensemble de la Haute-Savoie. Pour les régionales, hein. Pour les régionales, ouais. Et donc, on a travaillé ensemble. Et c'est quelqu'un qui, je trouve, est très à l'écoute, a un côté très humain, ce qui n'est pas toujours le cas dans le milieu politique, et qui comprend très bien les situations, etc. Et qui en plus, est quelqu'un qui voilà, moi, m'a soutenu, m'a fait confiance, qui est venu à Thonon. Ah, mais alors moi, j'ai adoré les photos Najat et Jean-Baptiste dans le funiculaire. Ah bah moi on a pris le Ceva, on est allé jusqu'à Évian. J'ai bien aimé. On fait découvrir la région. Non mais c'est important. Et d'ailleurs quand on regarde les scores, la régionale c'est une élection qui est très partisane, il y a des votes d'étiquette, la gauche est éclatée, etc. Mais en Haute-Savoie au global, la liste fait, je crois, il me semble 8,5 ou 9, 8,5 je crois, ce qui est un score qui n'est pas exceptionnel. Mais par contre à Thonon on fait 15,5. Voilà, il y a des résultats. Mon Dieu. Il y a des résultats. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste d'être passé nous voir. Mais merci beaucoup à toi. Ça nous a fait plaisir de discuter. Pareillement. Et puis, bon courage alors. Eh ben merci. Bonne chance. Merci. Merci, au revoir. On y croit. Ouais.